journée. Tout de suite, on part pas très loin d'ici, à Beaune. On suivi et médiation pour comment on se dit, prend-on pour anticiper les conflits. On voit ça tout de suite avec Alexis Révillon qui représente la LPO Bourgogne-Franche-Comté. C'est à vous. Merci, bonjour. Ce que je vais vous présenter là, c'est voilà, un exemple de partenariat entre une grande collectivité et puis la LPO. Donc déjà sur le territoire, donc la com d'agglo de Beaune, là c'est tout ce que vous voyez sur l'écran avec sa côte viticole mondialement connue. Voilà, la ville de Beaune, un paysage en fait qui est sous pression, donc surtout sous pression agricole, parce qu'en fait, à part l'arrière-côte où on a encore un peu d'élevage extensif, tout le reste, voilà, c'est de la viticulture et puis de la grande culture. Des petits cours d'eau, vous voyez, là, on voit toutes les sources qui prennent leur départ sur l'arrière-côte et qui vont ensuite rejoindre un cours d'eau qui s'appelle la Deûne, qui rejoint ensuite pas très loin en fait la Saône, à une confluence Saône-Doubs-Deûne. Donc voilà, de nombreux petits cours d'eau, tous recalibrés, rectifiés pour optimiser l'agriculture et donc soumis à une pression à la fois agricole et urbaine. Alors, la direction environnement du service milieu naturel de la com d'agglo, c'est la compétence GEMAPI. C'est la gestion en fait d'anciennes gravières qui ont servi à construire l'autoroute A6, qui ont été réhabilitées et qui ont été et dont la gestion maintenant revient à la com d'agglo. Donc voilà, il y a un plan d'eau là et il y a un complexe aussi, un complexe de gravières dont on va reparler tout à l'heure. Voilà, il y a des aménagements pour le tourisme, la gestion de la ressource en eau, la gestion d'espaces donc qui sont en propriété de la collectivité, voilà, gestion de la trame verte et bleue, et puis la gestion et l'animation de 2 sites Natura 2000 situés sur l'arrière-côte, donc une ZPS et puis une ZSC. Pour vous faire un bref historique, donc en fait le castor, les premiers indices, alors il était certainement là bien avant, mais les premières prospections sur la rivière la Deûne, donc le cours d'eau principal d'étude, c'est 2013. Donc il était présent, il y a une famille qui est en gros à la confluence de la Deûne et de la Saône. Il y a différents moulins qui s'enchaînent très rapidement en fait après la confluence, donc pas de traces ni d'indices en amont de ces moulins. Ce qui a changé, c'est que récemment, les seuils et les vannes de ces moulins sont abaissés en période hivernale. Donc il y a eu un choix de fait, au lieu d'araser les moulins et les seuils, de en fait abaisser les vannes entre novembre et puis avril. Donc, ce qui permet et ce qui a permis notamment au castor de faire une percée sur ce territoire. À l'occasion d'autres études faunistiques, en fait, en mars 2018, on trouve un indice de castor 20 km en amont de la confluence. Donc là, on se dit, ah, il y en a un qui est passé. En décembre 2018, on retrouve un autre indice, 10 km en amont du premier. On se dit, ah, soit c'est le même, soit il se passe quelque chose. Vous avez vu, c'est un territoire sous pression. Nombreux axes routiers, des cultures, de l'urbanisation. On se dit, on va essayer d'anticiper les conflits et on va essayer de faire découvrir le castor sur le territoire et de mener des actions avant que la population soit arrivée entre guillemets à un optimum et qu'on ait des cas de conflit sur le territoire. Donc c'est là où la LPO est rentrée en contact avec la com d'agglo qui a été réceptive. Et on a lancé dès 2019 en fait une campagne d'inventaire sur tout le programme que je vais vous présenter là pendant cette présentation. C'est ce qui a été le plus dur, c'est de les convaincre de lancer voilà, une grande zone d'études sans savoir si en fait il y avait vraiment du castor sur la rivière. C'était peut-être juste un individu isolé. Donc il y avait déjà un investissement conséquent sans promesse de résultat. Donc en temps et puis en matériel avec des pièges photos. Donc en 2019 on a fait ce pari-là.
Donc les objectifs, c'était de connaître la répartition de l'espèce sur environ 80 km de rivière, donc sur la collectivité. Donc il y a la Dheune, là, entre la Confluence et puis Chagny, et puis après tous les petits affluents qui remontent le long de la côte. Déterminer les domaines vitaux des familles. On voulait savoir vraiment précisément où étaient les territoires. Et puis voilà, on s'est dit, ce serait quand même bête de prospecter 80 km de rivière pour peut-être leur dire, en fait, les 2 indices qu'on a trouvés là, c'est les seuls. Et pour le budget d'une étude qui était dans les ordres des 15 000 euros, 15 000 euros pour 2 indices qu'on avait déjà trouvés, on se dit, on ne voudrait pas présenter feuille blanche au moment du rapport. Donc on s'est dit, on va essayer de travailler sur des facteurs qui nous permettent d'avoir du grain à moudre, même en cas d'absence de castor, parce que de toute façon, que le castor soit déjà sur la rivière, ça n'a pas d'importance, parce que de toute manière, l'évolution de la population et la dynamique de population fait que dans 10 ans ou 20 ans, de toute façon, il y aura une population de castors implantée sur ces cours d'eau. Et puis voilà, ce qui était très important pour les élus du territoire, c'est qu'on aille directement dans la proposition d'action concrète à mettre en œuvre dès l'année N+1. Donc la méthode, en fait, c'était une prospection à pied le long des rives, donc sur des tronçons de 5 km effectués par jour. Donc il y a plusieurs collègues, donc on faisait à peu près 10 à 15 bornes par jour. Pose de pièges photo dans les secteurs où on voit qu'il y a une forte activité durant l'hiver, soit des chantiers, soit même des découvertes de terriers. Et puis après, voilà, les fameuses données environnementales pour avoir du grain à moudre en cas d'échec de la campagne d'inventaire, entre guillemets, même si nous, les naturalistes, on considère que la non-donnée est quand même une donnée intéressante. Les élus, ils ne l'entendent pas forcément de cet œil-là. Donc, franchissabilité des obstacles à l'écoulement, classique. Relever des zones défavorables à l'espèce. Donc là, c'était surtout tourné sur la ripisylve. Où est-ce que la ripisylve était défavorable en fait à l'implantation de castor. Donc ça pouvait être l'absence de ripisylve. Une ripisylve qu'on ne peut même pas qualifier de ripisylve, mais plutôt d'alignement d'arbres. Ou alors des zones de mauvaise gestion de ripisylve. Donc soit accessibilité au bétail qui en fait permet aucune régénération spontanée de la végétation. Soit des méthodes d'entretien qui étaient trop fortes et qui empêchaient le développement d'une ripisylve. La volonté de la communauté d'agglomération en parallèle, c'était de connaître la potentialité de colonisation des plans d'eau qu'ils ont en gestion, qui pourraient du coup, si les castors arrivent sur certains plans d'eau, modifier en fait la stratégie de gestion de ces plans d'eau, des activités, de la communication auprès des gens qui se baladent autour de ces plans d'eau. Et puis aussi les risques pour les infrastructures. En fait, le second indice, en décembre 2018, on le trouve sur un arbre qui est lui-même au pied d'un pont qui surplombe la Cisse. Et en fait, quand vous passez à cet endroit-là et vous savez qu'il y a du castor et que vous voyez que des grands saules qui commencent à pencher sur la Cisse, vous dites, si le castor attaque ça va faire les premières pages des journaux. Les castors bloquent la Cisse ou même créent des accidents, on est mal, quoi. Donc le but, c'était d'identifier en fait tous les arbres qui pouvaient poser souci pour les infrastructures. Donc ça peut être pour des ponts, pour des lignes électriques, pour des maisons comme des moulins, et de mener des actions là-dessus. Donc voilà la campagne d'inventaire. Donc de 2 indices, on passe à 275. Donc là, en gros, je vous avoue quand même, gros soulagement. Les 2 indices initiaux étaient ici et ici. Alors tout, vous voyez, en fait, là, en violet, c'est le territoire de la com d'agglo. Donc bien sûr, ils ne nous payaient pas pour prospecter hors territoire. Donc en fait, comme la Dheune, là, le cours d'eau principal d'études, il est à cheval sur la com d'agglo de Beaune, à cheval sur la com d'agglo de Chalon-sur-Saône. En fait, pour ne pas avoir de soucis avec les financeurs et qui nous accusent d'avoir utilisé leur argent sur un autre territoire, toutes ces parties-là, en fait, on l'a prospecté au cours d'un week-end bénévole. Des petites équipes de 2 à 5 bénévoles sur un week-end. Donc ça représentait à peu près 40 km de cours d'eau. Donc de la Confluence jusqu'à Chagny. Et puis après, tous les affluents de la Dheune ont été prospectés par les salariés de la LPO. Donc, ce qui représentait aussi à peu près 40 km. Les indices, à chaque fois qu'on pointe un indice via l'application Naturalist, on met en commentaire, en fait, on catégorise les indices.
Donc il y a quelques années avec JNE, on avait dressé un tableau de catégorisation des indices, ce qui permet en fait avec un SIG de faire apparaître ces catégories d'indices et en fait de pouvoir dessiner assez facilement, je dois dire, les domaines vitaux des familles. Alors les limites sont toujours subjectives, hein. On n'est pas au mètre près, mais on prend à peu près les indices récents extrêmes pour dessiner nos territoires. Ces territoires peuvent évoluer, mais en tout cas, l'année N d'études, on voit à peu près où il y a des familles centrées autour de découvertes de terriers. Et puis là où il y a peut-être des individus plus isolés, vagabonds, où il y a eu des anciennes présences. Et ça nous a permis de localiser nos familles. Donc sur la Deûne, on a trouvé 3 familles. Et sur la Bouzèze, donc, pour ceux qui connaissent, c'est le cours d'eau qui passe à Beaune, au centre-ville de Beaune, on a eu une famille. Et ensuite, il y a toutes ces données environnementales qu'on avait collectées, un peu pour avoir une assurance, mais aussi pour développer notre programme d'action. Alors je suis désolé, tout n'est pas visible. J'ai tout mis sur une carte pour gagner du temps. Vous voyez déjà en fait les obstacles à l'écoulement. Donc beaucoup d'obstacles qui sont franchissables ou qui bénéficient d'un bras de dérivation qui permet de contourner l'obstacle. Donc par exemple, celui-là, il est infranchissable, mais voilà, il y a un bras secondaire de la Bouzèze ou du Meuzin, je ne sais plus, les deux cours d'eau sont en parallèle, qui permet au castor de progresser. Par contre, voilà, ici, c'est un moulin en plein cœur de village qui est complètement infranchissable. Donc moulin avec berge bétonnée. Et puis ici, à Chagny, on enchaîne 3 ouvrages complètement infranchissables, dont 2 qui sont en parallèle et qui prennent les 2 bras de la Deûne. Ensuite, voilà, par exemple, pour tout ce que j'ai mis là, toutes ces zones, ce sont les zones défavorables, les zones de ripisylve défavorables à l'installation du castor. Donc on voit ici en aval, il y a une famille de castors, mais qui se trouve dans un milieu assez du coup limité et limitant pour lui. Cette famille, en fait, elle n'arrête pas de bouger. C'est-à-dire qu'en 2013, elle était là, ensuite elle est montée ici, je crois que cette année, elle est là. Ils sont un peu obligés d'avoir un territoire très grand et de déplacer les zones de terrier pour faire face à la disponibilité alimentaire qui est limitée. Ensuite, ce qui se voit encore moins bien, c'est donc les parcelles à risque. On a classé aussi les cultures à risque de faible à élevé. Donc c'est essentiellement de la peupleraie. Il y a une parcelle de vigne, il y a des parcelles de maraîchage. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt les populiculteurs qui ont découvert le castor sur les rivières, parce que quand on a fait notre prospection sur la Bouzèze, il y avait un piège à la destination du castor sur une peupleraie, sur une coulée. Donc on savait qu'il était déjà connu dans le coin, et pas à bien, parce que oui, le castor allait sur... il y a eu une intervention de l'OFB. J'ai pas eu les suites, mais l'OFB est intervenu tout de suite avec pose d'un piège photo pour prendre la personne en flagrant délit. Mais j'ai pas eu de suite. J'ai juste accompagné l'agent pour lui montrer le site. Voilà. Donc toute cette cartographie en fait précise du territoire, ça nous a permis ensuite de déclencher un plan d'action. Donc voilà, là sur les familles, donc découverte de 3 familles sur la Deûne et la Bouzèze. Donc 2 reproductions prouvées. Donc on faisait des affûts en été pour trouver les jeunes. Déjà détecter quel terrier était le terrier de Misbah. Et compter les jeunes. Donc on a 2 repros et puis un échec probable avec aucun jeune trouvé, et puis quelques mois après, la zone elle a été désertée par le castor. Les obstacles à l'écoulement, donc il y a 18 ouvrages de repérés, 75% franchissables, et puis là vous voyez les 4 ouvrages en fait qui sont complètement infranchissables pour l'espèce. Les parcelles à risque, donc 37 parcelles à risque repérées aux abords du cours d'eau. La plupart sont en risque moyen, une certaine proportion en risque faible, et puis voilà, 9 parcelles en risque fort d'impact du castor sur ces cultures.
La potentialité de colonisation des cours d'eau, de toute façon, elle est simple parce qu'avec le réseau de fossés et de petits affluents, en fait, le castor peut coloniser. Donc là, c'est ce qu'ils appellent l'écoparc de Tailly-Merseuil. C'est une zone très fréquentée dans la région pour les gens, pour se balader, pour la pêche. Et puis là, voilà, des gravières, donc une encore en partie en activité. Mais en gros, voilà, on leur a dit, de toute façon, tout est colonisable. Un jour ou l'autre, il y aura du castor ici. 5 minutes. Oh. 25 sites dangereux pour les infrastructures de repérer. Et donc, ça nous emmène à un plan d'action pour le castor. Donc, pourquoi mettre ça en jeu ? Anticiper les conflits, faire en sorte que les agents et les élus de la communauté d'agglomération ne soient pas pris à partie par les acteurs du territoire. En fait, ils cherchent d'éviter les problèmes avec le monde agricole, avec les populiculteurs. Et puis voilà, pour aussi, de toute façon, il y a une question d'image et de valorisation des actions sur les milieux naturels de la com d'agglo. Donc 3 axes d'action. La conservation avec le suivi des populations, la construction donc, de passes à castor ou de rampes de franchissement, la restauration de ripisylves aux endroits où on a détecté que la ripisylve était en mauvais état. Cohabitation, donc protection des ouvrages, faire en sorte que les arbres ne viennent pas barrer les routes, tomber sur des moulins ou des lignes électriques et pas montrer dans la presse et dans l'esprit des gens que le castor, il embête tout le monde. On a contacté tous les propriétaires des parcelles à risque pour leur dire écoutez, on a détecté qu'il y avait un risque pour vos parcelles vis-à-vis du castor, construisons des solutions ensemble. Contact avec les APPMA et les agriculteurs en cas de découverte de barrages. Et puis toute une partie très importante de sensibilisation. Donc une conférence sur le castor dans chaque village concerné, une animation scolaire dans chaque village concerné, la création d'une plaquette d'information à destination des acteurs du territoire, un article dans l'Azomac, communication dans la presse, réalisation d'une vidéo qui était là le vrai support pédagogique pour le grand public. Donc, une des premières actions, ça a été la mise en place de passes à castor sur les endroits bloquants. Donc là, à Chagny, enchaînement de deux moulins infranchissables qui empêchaient le castor de coloniser plusieurs dizaines de kilomètres de cours d'eau favorables et d'affluents favorables. Donc voilà, construction de passes en métal. Nous, on a déjà l'expérience de construction de passes en bois et on sait que tous les 5 à 10 ans, en fonction du bois choisi, il faut renouveler. Là, c'est des passes en métal qui sont durables, incorporées dans les ouvrages. J'anticipe la question. À la fois le propriétaire du moulin et la commune ne voulaient absolument pas entendre parler d'arasement des ouvrages. Donc on a fait autrement. Donc 2 passes à castor qui s'enchaînent dans l'agglomération de Chagny et qui permettent au castor de progresser sur la rivière. Conservation, donc on a trouvé du castor en 2021 en amont des passes et sur un affluent, sur une rivière à régime torrentiel, un secteur plutôt à Saint-Cloud-Plongeur, pour vous donner un peu l'idée du milieu. Et en fait, il est arrivé et tout de suite, il a mis en place 3 barrages. Donc là, contact avec les propriétaires terriens, les agriculteurs, la PPMA locale, parce que c'est un parcours de pêche à la truite. Et en fait, le fait qu'on vienne vers eux avant qu'ils se soient rendus compte qu'il y a du castor, avec nos outils de communication, ça a permis de valoriser la plus-value du castor sur leur territoire. Et en fait, on n'a aucun souci, bien au contraire, les propriétaires des rives sont acteurs de la conservation de leur famille de castors, parce que c'est la leur maintenant. Et ils protègent ardemment les barrages. On a rencontré donc les propriétaires de parcelles à risque, donc la commune de Ruffey-les-Beaunes, le CRPF et puis une entreprise qui s'appelle Populiculteurs du Sud-Ouest. On allait voir une parcelle qu'on avait détectée à risque mais sans preuve de dégâts. Et puis quand on est arrivé avec le propriétaire, le castor avait commencé le boulot, donc ça a pu lui montrer que le problème il était à traiter maintenant et pas dans un futur proche où il aurait pu dire on verra le jour où on aura les circonstances. On fera autre. Donc là, ce qui est proposé en fait, c'est de la replantation de ripisylve entre la Peupleraie et le cours d'eau. Sur la cohabitation, donc sur les sites identifiés, on a posé donc des grillages, donc c'est ce qu'on a appelé des mesures d'urgence, sur des arbres au bord des ponts qui surplombent pour éviter que le castor
rongent ces arbres et s'abattent sur les ponts, les lignes électriques. Ça, c'est des mesures d'urgence. Le but, comme pour la restauration de ripisylve, c'est après de donner les clés au syndicat de rivière pour, par exemple, transformer ces arbres en arbres têtards et enlever ensuite les grillages. Et si le castor abat les arbres, en fait, les arbres ne vont pas aller tomber par-dessus les ouvrages, mais à côté. Donc c'est bien une mesure d'urgence et pas une mesure durable. Oula. J'en ai pour 2 minutes. La sensibilisation auprès des acteurs du territoire, c'était aussi la création d'une plaquette. Donc on distribue aux agriculteurs, aux APPMA, aux élus locaux, et qui présente un peu les bienfaits du castor pour l'écosystème, les mesures que l'on peut prendre pour la conservation de l'espèce, les menaces qui pèsent sur l'espèce, un petit encart sur le ragondin pour pas qu'il fasse l'amalgame entre écologie du castor et du ragondin. On a fait une conférence à destination des élus à la com d'Aglo de Beaune. C'est ce qu'on a appelé notre départ de tournée. On a fait la conférence le 4 mars 2020. Vous voyez, on n'est pas tombé bien dans le timing parce que ensuite on n'a pas pu décliner cette conférence dans les villages, mais ça va reprendre en 2022, c'est prévu. On fait des animations maintenant tous les ans dans les communes. Donc 4 en 2020, 4 en 2021, 6 en 2022. En 2022, en plus des scolaires, on va proposer des animations grand public. On a fait communication dans la presse locale. À chaque action, on conviait la presse. On a fait un peu de communication au niveau national, dans l'Oise Mag, sur France Inter. Et puis voilà, ça c'est l'outil pour le grand public. On est parti du constat que les nouvelles générations étaient plutôt portées sur des formats de sensibilisation un peu différents de nous, et que le support vidéo, quand un jeune a un smartphone ou autre, c'est parlant. Donc on a fait une vidéo, on a emprunté le format au Média Brut, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on a mis en ligne sur YouTube et qu'on montre à chaque conférence, qu'on diffuse dans chaque école. Et voilà, je finis là-dessus. En 2022, qu'est-ce qui se passe ? Donc on continue en fait avec la mise en place d'une veille sur l'état des populations, prospection de sites, parce qu'on a probablement 2 nouvelles familles qui sont installées dans les interstices entre les domaines vitaux. On poursuit les contacts de médiation, où là on va contacter les propriétaires de parcelles à risque moyen, on descend d'un cran. On continue de poser du grillage parce qu'on n'a pas pu, on a un peu explosé le budget grillage l'année dernière, et on va continuer à protéger ces arbres tout en pensant à donner les clés après au syndicat de rivière pour qu'ils gèrent durablement ces arbres à ces endroits-là. On reprend les conférences, des sorties grand public, des animations scolaires, des créations de panneaux pédagogiques. On va essayer dans les villages où il y a des domaines vitaux de castor de faire des sentiers découvertes du castor dans les villages pour que les gens, quand ils se promènent au bord de la rivière, ils sachent qu'il est là et pourquoi il est là et les bienfaits pour la biodiversité. Et puis voilà, la grande avancée, c'est l'implication de nouveaux partenaires, donc le syndicat de rivière, et puis d'autres communautés, collectivités qui vont décliner ce programme dans leur territoire, donc la com d'Aglo de Mâcon et puis la com d'Aglo de Châlons qui vont réaliser ce programme sur leur territoire. Merci, voilà, merci. Je suis toujours trop long. Alexis Révillon. Des questions, oui. Christophe Angst. Christophe Angst, service Conseil Castor Suisse. J'ai juste, concernant la communication, vous avez présenté une zone sans castor, colonisation, donc tout au début. Et puis les 4 sites infranchissables dans votre communication. Infranchissable, ça veut dire il ne va jamais y avoir un castor en amont si l'homme n'aide pas. Et puis on sait en Suisse, plus c'est populé par le castor, plus les jeunes sont obligés aussi de détourner. Et on sait qu'ils peuvent aller par une crête d'un bassin versant à l'autre à pied, ou bien sortir 1 kilomètre en aval de cet infranchissable, détourner le tout et puis coloniser. Donc pour la suite, c'est important que les gens ne pensent pas « Ah, il est amené en voiture ». Mais oui. Non, mais c'est important c'est vrai. Pour l'acceptation. Donc, il faut faire gaffe pour la communication, comment on dit, pour le castor infranchissable. On a même des sites où ils ont détourné une gorge à pied sur plusieurs kilomètres pour coloniser des sites. Donc, rien n'est impossible pour cette espèce. C'est sûr. Après, les termes choisis, il faut bien savoir que pour nous, c'est une évidence.
pour les élus locaux, si on veut mettre une passe pour qu'en fait il y ait régulièrement en fait, du castor et pas attendre soit un castor plus téméraire tous les 5 ou 10 ans ou une crue exceptionnelle pour qu'il passe et qu'on veut que des individus circulent d'amont en aval, d'aval en amont sans danger. Les termes en fait pour les élus ils résonnent. Si on dit on peut pas dire que c'est infranchissable parce qu'il y a toujours un individu, en fait on va pas poser votre rampe quoi. Alors que si on dit c'est infranchissable, si la personne comme vous titillez sur le terme, on va dire mais oui il y a toujours des individus qui font exception, des conditions météo qui font exception, mais moi je pars du principe que s'il faut attendre soit l'individu le plus téméraire tous les 10 ans ou soit la crue exceptionnelle tous les 10 ans pour qu'un castor passe, c'est pas rendre viable une population et un front de colonisation qui est en amont. Oui. Jean-Pierre Choisy. Voilà, Jean-Pierre Choisy de Romain. Sur le dernier point, moi, ce que j'utilise souvent, c'est pour d'autres espèces, je dis c'est un obstacle probabiliste, c'est pas absolu, c'est pas comme s'il y avait le Sahara. C'est-à-dire que si la probabilité chaque année est infime, oui, on est certain qu'il va passer sur 1000 ans, mais on ne voudrait pas attendre 1000 ans. On pourrait dire pareil, le bouquetin serait venu toute seule dans le Vercors à partir de Vanoise, si on attend 1000 ans, ou les vautours à partir de l'Espagne, mais donc on peut joindre les deux. Mais si on l'aide un peu, c'est mieux. Une question et puis une remarque. La question que je voulais savoir, quand on met quelque chose pour que les castors puissent passer en amont, est-ce que vous ou ailleurs, on envisage de faire une coopération avec les pêcheurs pour dire que ça soit en même temps une échelle à poissons? Parce que l'avantage, c'est qu'en plus on a d'alliés, mieux ça vaut. Puis en plus, le castor nous intéresse beaucoup, mais pourquoi pas les poissons non plus? C'est la première question. Deuxième chose, je n'avais pas bien compris au départ, parce que vous, c'est évident, vous connaissez le coin, pourquoi il y avait des obstacles. La nature, après j'ai compris, mais on était déjà très avancé à cause du type des moulins. Alors ce que je ne comprends pas, vous avez eu l'air de dire qu'il y a un truc qui vient m'échapper, que quand on baisse le niveau de l'eau à certaines saisons, que ça permet le passage. Comment ça marche? En fait, là, les moulins en aval, c'était des vannes assez modernes hydrauliques qui pouvaient être commandées et qui servent à réguler en fait le niveau d'eau, surtout pour des utilisations agricoles. Alors que les moulins infranchissables plus en amont, c'est des moulins traditionnels. C'est pas des vannes, c'est des seuils, voilà, et qui n'ont pas cette flexibilité en fait d'abaissement. Parce que quand ils ouvrent la palette en bas, en fait, ça crée un énorme courant. Et en fait, ils ne le souhaitent pas. Les seuils en amont, ils les ouvrent, les moulins sont plus utilisés, ils sont plus jamais ouverts, quoi. Et en gros, la seule solution, c'est de les araser. Mais le propriétaire ne veut pas. Le seuil en amont, il y a eu une longue discussion avec la commune, et la commune disait mais non, mais regardez, c'est joli en fait. Donc, bref, c'était plutôt des questions de mentalité. Et puis pour les passes à poissons, déjà sur le secteur, avec la loi GEMAPI, il y a un nouveau syndicat de rivière qui s'est créé en 2019. Ils n'ont toujours pas déposé de dossier de stratégie de contrat de rivière, ça va arriver. Mais du coup, ce type d'action n'était vraiment pas envisageable avant des années et des années. Et l'exigence des élus de la com d'Aglo, c'était d'agir vite sur le territoire. Donc on a trouvé cette jambe de bois, parce que moi je préférais qu'il y ait des ouvrages qui prennent en compte tout type de biodiversité. Mais à court terme, c'était pas réalisable. Et surtout avec les coûts, le financement qu'on avait. Là, on a à peu près entre 8 et 10 000 euros de financement par an, pas plus, quoi. Donc on ne va pas construire une passe à poissons avec ça. Merci. Autre intervention? Ce sera la dernière. Vincent Daps, Jura Nature Environnement. J'avais deux petites questions, notamment, là on a parlé de barrages. Déjà, tu ne serais pas intéressé pour faire un suivi écologique de la plus-value apportée sur le site? Voilà, si tu veux. J'anticipe sur demain. Par rapport aux gîtes, tu dis que c'était des secteurs quand même avec pas mal d'activités humaines, de l'agriculture. Est-ce que les gîtes ont été identifiés? Est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit d'usage avec l'entretien des bords de cours d'eau, des broyages intempestifs? Comment s'est fait cet accompagnement pour préserver les gîtes, qui est quand même le seul habitat protégé au sens strict? En fait, là où on a de la chance, c'est que l'ancien, en gros, gestionnaire des rivières, qui était le PTB Sonedou, a mis en défense des zones de ripisylve en clôturant pour éviter que le bétail
le bétail ne passe ces zones. En quelques décennies, toutes ces zones de pâture ont disparu au profit de des cultures, mais les clôtures sont restées, et ce qui permet de protéger un peu les zones de terre. Et donc pour l'instant, on n'a pas de zone de terrier qui dépasserait sur la bande enherbée qui est fauchée par l'agriculteur d'année en année. Et voilà. Ce que je voulais juste dire en conclusion, c'est que s'il faut retenir notre projet, c'est qu'on voulait vraiment accompagner toutes les couches de la société et apporter dans la mentalité des gens, des élus, des agriculteurs, le côté positif du castor, avant même qu'on ait des cas de conflit à régler. Et là, ça fait 2 années qu'on a du maïs, des zones de maïs d'impactés. Et en fait, quand on arrive à l'agriculteur et puis qu'on vient avec une solution en disant on va replanter de la ripisylve, on va pouvoir protéger, les populiculteurs pareil, ah ouais, il y a du castor là, bah ouais, on l'a déjà détecté, et on a déjà trouvé le problème et la solution, clé en main. Il faut juste laisser le syndicat monter ses projets, agence de l'eau, reconstitution de ripisylve, et tout va bien se passer. Et en fait, on a désamorcé le conflit avant qu'il naisse. On a instauré le castor comme un atout pour le territoire et pour la biodiversité, et quelque chose qui est facilement gérable, quoi. Merci beaucoup.